On dit souvent que le silence est l'arme de ceux qui capitulent. Pour Julien, la discrétion de son épouse n'était que le reflet d'une défaite déjà acceptée. Il se croyait invincible, orchestrant sa trahison dans les coulisses d'une ambition aveugle. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le silence de Camille n'était pas de la soumission. C'était le calme impitoyable qui précède la tempête. Une stratégie géométrique, un compte à rebours invisible dont l'échéance était irrévocablement fixée au jeudi suivant, à 14 heures précises. Installez-vous confortablement pour écouter cette œuvre de fiction, le récit d'une vérité que rien ne pouvait arrêter. Le silence de la salle de classe n'était perturbé que par le crissement régulier de la craie sur le tableau noir. Camille prenait un soin infini à tracer chaque lettre, transmettant à ses élèves de terminale la beauté de la littérature classique. Enseigner Racine ou Balzac n'était pas un simple métier, c'était son refuge, un sanctuaire de paix qu'elle avait minutieusement préservé au fil des années, tandis que sa propre vie de couple s'effaçait dans l'ombre de l'ambition dévorante de son mari. Elle avait tout sacrifié pour lui, abandonnant ses propres rêves de doctorat à la Sorbonne pour le suivre à Lyon et gérer leur quotidien. Alors qu'elle se retournait pour interroger un élève, la vibration sourde de son téléphone rompit l'ambiance feutrée du cours. Sur l'écran, le nom de Julien s'afficha. Camille s'excusa d'un geste discret auprès de sa classe et s'isola dans le couloir désert du lycée, où filtrait une lumière d'automne pâle et froide. Lorsqu'elle porta l'appareil à son oreille, ce ne fut pas la voix d'un époux attentionné qu'elle entendit, mais celle d'un homme métamorphosé par un orgueil soudain, ivre d'une réussite qu'il considérait comme uniquement la sienne. Sans le moindre préambule, la voix de Julien résonna, coupante et dénuée de toute chaleur. « Camille, écoute-moi attentivement. Je t'appelle depuis le siège de la compagnie. Le conseil vient de valider ma nomination. Je suis promu directeur régional. Mon salaire vient de tripler. » Camille laissa un silence s'installer, sentant un pressentiment glacial lui serrer la poitrine avant de répondre doucement. « C'est une grande nouvelle pour nous, Julien. Tu as tellement travaillé pour ça. » C'est alors que le ton de son mari devint d'une froideur chirurgicale, teinté d'un mépris insupportable. « Non, Camille, tu ne comprends pas. Il n'y a plus de nous. Cette réussite marque la fin de notre histoire. Je veux le divorce. Regarde-toi. Tu n'es qu'une petite prof de province. Tu ne corresponds plus du tout à mon nouveau style de vie, ni aux réceptions mondaines qui m'y attendent. » Le choc fut d'une violence inouïe, un cataclysme qui menaçait de briser 20 ans de dévouement. Pourtant, Camille refusa de lui offrir le spectacle de ses larmes. Elle redressa les épaules et dit simplement « Je vois. Nous en parlerons ce soir. » Elle raccrocha, prit une profonde inspiration et retourna terminer son cours avec une dignité et une maîtrise d'elle-même absolue. Le trajet de retour vers leur appartement du centre-ville fut une lente traversée des apparences. En marchant le long des quais de la Saône, Camille mesurait le cynisme de la situation, 20 ans d'efforts et de soutien inconditionnel, balayés en quelques secondes de communication téléphonique. En franchissant le seuil de leur domicile, elle constata que Julien n'avait pas perdu un instant. L'odeur d'un parfum de luxe flottait dans l'air, et les documents officiels d'un divorce par consentement mutuel étaient déjà étalés sur la table de la salle à manger. Julien était là, debout dans le salon, ajustant les boutons de sa chemise sur mesure. En la voyant entrer, il pointa le contrat du doigt avec une assurance révoltante. « Ne rends pas les choses difficiles, Camille. Tout est déjà prêt. C'est propre, c'est net. Signe ces papiers, et chacun reprend sa liberté. Tu garderas les meubles, je te laisse ça. » Camille s'approcha lentement de la table, posa son sac et le regarda droit dans les yeux. « Tu es bien pressé de chasser de ta vie celle qui t'a aidé à monter chacun de ces échelons, Julien. » Il laissa échapper un rire condescendant, tout en se dirigeant vers la salle de bain. « C'est la loi du marché, ma chère. On évolue ou on reste en arrière. Je vais prendre ma douche. J'ai un dîner de célébration ce soir. Réfléchis-y, mais je veux que ce soit signé à mon retour. » Dès que la porte se referma, la tristesse de Camille se mua en une colère froide et stratégique. Julien avait commis l'erreur fatale de tous les narcissiques. Il la croyait faible, anéantie et incapable de réagir. Sur le comptoir de la cuisine, son téléphone professionnel vibrait sans cesse, affichant des notifications de transfert de fonds. La main ferme, Camille s'empara de l'appareil. Connaissant son code d'accès, elle plongea dans l'intimité numérique de son mari et y découvrit une spoliation financière minutieusement organisée.
Des dizaines de messages avec son avocat détaillaient un plan pour dissimuler des primes massives, des comptes cachés à l'étranger et des transferts d'actifs afin de s'assurer que Camille ne touche rien. Pire encore, il avait falsifié des signatures pour lui laisser la charge d'une ancienne dette familiale. Sans verser une seule larme, Camille utilisa son propre téléphone pour photographier méthodiquement chaque preuve, chaque message et chaque document confidentiel. Le dossier était complet. Le bruit de l'eau s'arrêta et Julien sortit de la pièce, exhalant l'arrogance de celui qui pense avoir déjà gagné. Il s'approcha de la table, s'attendant à trouver une femme brisée, prête à capituler par pur épuisement. Camille se tenait droite, d'une élégance simple et dévastatrice. Elle prit le stylo plume, le tourna entre ses doigts et fixa son mari avec un regard si perçant qu'il en parut déstabilisé. Julien croisa les bras, s'impatientant. « Alors ? Tu te décides à signer ou tu vas bloquer ma vie encore longtemps ?» Camille esquissa un sourire d'une politesse glaciale, lui tendit l'instrument et prononça d'une voix douce, mais d'une fermeté absolue. « C'est toi qui signeras en premier. » Julien, pressé d'en finir et impatient de savourer sa nouvelle liberté, saisit la plume. « Si c'est ce qu'il faut paraître pour que tu arrêtes de faire des histoires, soit. » Ah ! Il apposa sa signature d'un geste théâtral, convaincu de l'avoir soumise. Il ignorait que cet acte venait d'enclencher un piège parfait. Il restait exactement 7 jours à Camille avant l'officialisation de la promotion au siège. 7 jours pour le détruire avec ses propres armes. Le lendemain matin, l'atmosphère du cabinet de maître Antoine Beaumont offrit à Camille un instant de répit inattendu. Loin de la froideur clinique des tribunaux, la pièce était imprégnée d'une odeur réconfortante de vieux papier et de café fraîchement moulu. Cet homme d'expérience, au regard à la fois perçant et profondément humain, fit défiler les captures d'écran sur le téléphone de Camille avec une attention méticuleuse. Il ne s'égara pas dans des explications juridiques complexes ou des termes techniques assommants. Posant délicatement l'appareil sur son bureau en acajou, il croisa les mains et résuma la situation avec une clarté limpide. « C'est une manœuvre d'une lâcheté absolue, Camille. Votre mari dissimule les actifs de sa nouvelle vie à l'étranger pour échapper au partage, et il a frauduleusement usurpé votre signature pour vous faire porter la responsabilité d'une ancienne dette professionnelle. Si vous cédez à la pression et signez l'acte définitif aujourd'hui, vous quitterez ce mariage totalement ruiné, tandis qu'il s'en ira bâtir sa fortune sur vos sacrifices. » Le sang de Camille ne fit qu'un tour, mais elle maîtrisa le tremblement de sa voix pour demander « Que devons-nous faire ? Je peux l'attaquer immédiatement et dénoncer cette infamie ?» L'avocat esquissa un sourire empreint d'une bienveillante sagesse et secoua doucement la tête. « Surtout pas. Si nous déclenchons les hostilités aujourd'hui, la direction de son entreprise annulera sa promotion pour manquement à l'éthique et il n'y aura plus aucun patrimoine à récupérer. Vous devez vous montrer plus fine que lui. Son intronisation officielle a lieu dans 6 jours. D'ici là, vous allez devoir endosser le rôle le plus difficile de votre existence. Laissez-le se bercer de l'illusion qu'il a gagnée. Soyez la femme blessée, résignée, celle qui capitule devant sa prétendue supériorité. Plus son orgueil sera aveuglant, plus sa chute sera vertigineuse le 7e jour. » Camille comprit la leçon. Elle quitta les lieux transfigurés, habitée par une froide détermination. En fin d'après-midi, lorsqu'elle poussa la porte de l'appartement, elle découvrit Julien au milieu du salon, entouré de valises grandes ouvertes. Il triait ses vêtements de marque avec le dédain caractéristique de ceux qui effacent leur passé sans le moindre remords. En entendant le bruit des clés, il se retourna, une liasse de billets négligemment posée sur le meuble, et lui adressa un regard empreint d'une supériorité insultante. « Te voilà enfin. J'ai commencé à débarrasser les placards. Pour les meubles, comme je ne suis pas un monstre, je te laisse volontiers le canapé et le téléviseur. De toute façon, mon futur logement de fonction sera entièrement meublé par des designers. » Camille prit une inspiration lente, laissa ses paupières s'abaisser légèrement pour feindre l'abattement et adopta un ton volontairement fragile, presque tremblant. « Merci, Julien. C'est généreux de ta part de te soucier de mon avenir. » Julien, littéralement grisé par cette apparente capitulation, fit quelques pas vers elle, une main enfoncée dans la poche, le menton haut. « Tu vois, quand tu laisses de côté ton entêtement de prof, tu deviens raisonnable. C'est l'ordre des choses, Camille. Il faut savoir accepter qu'on ne joue plus dans la même cour. Je te demande simplement de ne pas faire d'histoire qui pourrait nuire à ma nouvelle réputation. »
Camille contint avec force le sourire intérieur qui menaçait de trahir son jeu, mesurant à quel point l'aveuglement de son mari travaillait pour elle. Elle le fixa avec des yeux faussement embués de larmes. « Je sais que je ne peux pas rivaliser avec ta nouvelle vie, Julien. Je souhaite seulement que tout cela se termine dans le calme. » Flatté de la voir si brisée et inoffensive, Julien lui tapota l'épaule d'un geste condescendant, semblable à celui qu'on accorderait à un animal docile. « Parfait. Reste tranquille dans ton coin pendant ces quelques jours, et je veillerai à ce que tu ne manques de rien. » Il retourna à ses bagages, totalement aveuglé par son ego surdimensionné, sans se douter un seul instant que derrière ce masque de femme vaincue se cachait l'architecte impitoyable de sa propre déchéance. Les jours qui suivirent la trahison s'écoulèrent dans une lenteur presque insoutenable. Chaque minute passée au sein de l'appartement familial ressemblant à une épreuve d'endurance psychologique. Julien, tout à sa gloire prochaine, avait développé une nouvelle forme de cruauté, l'indifférence polie. Il ne daignait même plus croiser le regard de Camille, l'ignorant superbement au petit déjeuner, tout en consultant ostensiblement des catalogues d'agences immobilières de prestige sur sa tablette. Pour lui, elle était déjà reléguée au rang de souvenir encombrant, une ombre du passé qu'il s'apprêtait à balayer d'un revers de main sans le moindre remords. Camille, fidèle à la stratégie dictée par son avocat, endurait ce traitement avec une passivité de façade, ravalant sa fierté à chaque remarque condescendante et dissimulant la colère noire qui grondait en elle. Le mercredi matin, lorsqu'elle franchit les grilles du lycée sous une pluie fine qui enveloppait la cour d'une brume mélancolique, elle ressentit une immense lassitude physique. Ses jambes lui semblèrent de plomb, et le poids du secret commençait à peser cruellement sur ses épaules, menaçant de fissurer l'armure de dignité qu'elle s'était si laborieusement forgée. Une fois devant ses élèves de terminale, Camille s'efforça de revêtir son masque professionnel habituel, mais l'exercice s'avéra plus périlleux que d'ordinaire. Ce jour-là, le programme imposait l'étude d'un texte de Victor Hugo traitant de la résilience humaine et de la force de l'âme face aux injustices du destin. Alors qu'elle lisait les vers à voix haute, sa voix, d'ordinaire si stable, habitée et chaleureuse, vacilla imperceptiblement sur un mot, une brisure infime que seuls les esprits les plus attentifs auraient pu déceler. Un nœud d'émotion brute se forma dans sa gorge, rendant chaque respiration douloureuse. Les regards curieux, innocents et parfois rêveurs des adolescents braqués sur elle, lui parurent être soudain d'une lucidité terrifiante. Elle se demanda si ces jeunes gens devinaient la tragédie intime qui se nouait derrière son sourire professionnel, si la femme trahie et humiliée était visible sous les traits de la professeure rigoureuse. La sonnerie libératrice de la mi-journée retentit enfin, interrompant le cours de ses pensées sombres. Après avoir congédié la classe d'un geste machinal, Camille resta seule quelques instants dans la salle déserte, les mains appuyées sur le bois verni de son bureau, fermant les yeux pour empêcher les larmes de franchir la barrière de ses cils, touchant du doigt les limites de sa résistance. Cherchant un peu d'air frais pour dissiper le vertige qui la menaçait, elle décida d'éviter le brouhaha de la cantine et s'aventura vers l'aile la plus ancienne du lycée, un secteur actuellement fermé au public pour la rénovation complète de la bibliothèque historique. C'était un endroit d'ordinaire paisible, un labyrinthe de vieilles pierres encombrées de gravats, d'échafaudages et de bâches de protection, où l'odeur du plâtre frais se mêlait curieusement à celle du chêne centenaire. C'est au détour d'un couloir poussiéreux qu'elle croisa Marc, l'architecte chargé de superviser ce chantier délicat. Cet homme d'une 50aine d'années, aux tempes élégamment argentées et aux mains habituées au dessin comme au terrain, nota immédiatement la pâleur inhabituelle de Camille et la tension excessive qui contractait sa mâchoire. Sans une once de familiarité déplacée, faisant preuve d'une délicatesse rare, il s'éloigna un instant de ses ouvriers pour revenir vers elle, 2 gobelets de café fumant à la main. Il lui en tendit un avec un sourire tranquille, dénué de toute attente. « Vous avez l'air d'avoir besoin de faire une pause, et je dois avouer que ce café est la seule chose qui me maintient éveillée aujourd'hui. Accepteriez-vous de partager ce moment de paresse avec moi ?» Surprise par cette approche si simple et sincère, Camille accepta le gobelet avec gratitude, sentant la chaleur de la boisson réchauffer ses doigts, engourdis par le froid extérieur. Ils s'assirent ensemble sur un banc de pierre épargné par la poussière, face au vieux jardin intérieur de l'établissement. La conversation s'engagea d'abord sur la technicité de la charpente ancienne, puis, menée par la voix posée, grave et rassurante de Marc, elle dévia tout naturellement vers des rivages plus personnels. Il n'y avait aucune tension romantique artificielle entre eux,
juste le dialogue authentique de deux adultes qui comprenaient le langage des épreuves de la vie. Devant le silence attentif et le regard fatigué de Camille, Marc se confia avec une sincérité désarmante. « Vous savez, Camille, ces vieux murs en ruine me rappellent ma propre histoire. Il y a tant de cela, mon cabinet d'architecture a fait faillite à la suite d'une trahison financière de mon associé, un homme que je considérais comme un frère. J'ai tout perdu en l'espace d'un mois, mon entreprise, mon statut social, et même la confiance que j'avais en l'être humain. Je me suis cru fini, bon à jeter aux oubliettes de l'existence. » Camille le regarda, profondément touché par cette confession qui faisait écho à son propre drame, et murmura « Comment avez-vous trouvé la force de recommencer ? La solitude et le sentiment d'inutilité ne vous ont-ils pas submergé ?» Marc tourna vers elle son regard empreint d'une douce fermeté. « Au début, le silence est écrasant, c'est vrai. Mais ensuite, il vous force à regarder qui vous êtes vraiment, sans les artifices du succès matériel ou du regard des autres. J'ai reconstruit ma vie brique par brique, en acceptant mes blessures, mais en refusant de me laisser définir par la lâcheté d'un autre. Vous possédez une force rare, Camille, je le vois à votre manière de tenir debout au milieu de la tempête. Ne laissez jamais personne vous faire croire que vous êtes invisible ou remplaçable. La valeur d'une vie ne se mesure pas au montant d'un chèque ou à un titre sur une carte de visite. » Ces paroles, prononcées sans emphase mais avec le poids de l'expérience, résonnèrent profondément en Camille. Pour la première fois depuis l'appel de Julien, elle ne se sentit plus seule face à son destin. Une clarté nouvelle chassa le brouillard de son esprit, ranimant la flamme de sa détermination. Le vendredi soir arriva à une vitesse fulgurante, transformant l'appartement en un théâtre d'apparence soigneusement orchestré où chaque détail matériel devait crier la réussite sociale. Julien avait exigé un dîner d'une perfection absolue, dépensant sans compter pour des mets délicats et des vins prestigieux, uniquement pour s'attirer les faveurs de M. Gérard, le président de la multinationale, qui venait accompagné de son épouse Éléonore. Dans la cuisine, l'air était lourd, presque étouffant. Camille sentait le regard inquisiteur de son mari peser sur ses moindres mouvements, une lourdeur empreinte d'une suspicion mêlée de mépris. Julien, sanglé dans un costume de créateur trop rigide, qui trahissait son besoin maladif de reconnaissance, s'approcha d'elle juste avant l'arrivée des invités. Ajustant nerveusement sa cravate de soie, il lui murmura d'une voix basse, sifflante et menaçante. « Ce soir est le moment le plus crucial de toute ma carrière, Camille. Je t'interdis de tout gâcher avec tes histoires de prof ou tes réflexions moralisatrices. Contente-toi de servir, d'acquiescer et de sourire gentiment. Monsieur Gérard apprécie les femmes discrètes et traditionnelles, alors efface-toi pour une fois et laisse-moi briller. » Hôte. Camille prit une lente et profonde aspiration, laissant ses paupières s'abaisser pour feindre une soumission totale, une résignation de façade. Elle laissa une ombre de tristesse calculée traverser son visage afin de conforter Julien dans son illusion de toute puissance, avant de murmurer d'un ton monocorde. « Ne t'inquiète pas, Julien, je connais mon devoir. Je resterai sagement à ma place. » Lorsque la sonnerie retentit enfin, brisant le silence lourd de la pièce, le masque était parfaitement en place. C'est une épouse timide, presque effacée et courbée sous le poids d'une prétendue défaite, qui ouvrit la porte pour accueillir le dirigeant et sa compagne dans un parfum de haute bourgeoisie et de convenance mondaine. Le début du repas fut un long et fastidieux monologue à la gloire exclusive de Julien. Désireux d'asseoir sa position, il s'efforçait d'impressionner son supérieur par une débauche de termes managériaux anglophones, de graphiques imaginaires et d'ambitions démesurées, frôlant constamment l'arrogance la plus vulgaire. Assise au bout de la table, dans une posture d'une discrétion absolue, Camille jouait son rôle avec une perfection d'actrice consommée. Elle se contentait de servir le vin avec une réserve timorée, de veiller au confort des convives et d'intervenir uniquement par de légers hochements de tête soumis. Julien, grisé par le silence docile de sa femme et par les verres de grands crus qu'il enchaînait sans retenue, crut opportun d'asseoir sa supériorité en public. Au détour d'une question bienveillante d'Éléonore sur leur vie de famille, il laissa échapper un rire condescendant et lança une pique empoisonnée. « Oh, vous savez, monsieur le directeur, Camille vit dans un autre monde, totalement déconnecté des réalités de la haute finance. Elle passe ses journées à corriger des copies d'adolescents pour un salaire de misère, alors les enjeux économiques globaux de notre entreprise lui échappent totalement. Mais elle s'occupe de la maison et de la cuisine, et au fond, c'est tout ce qu'on lui demande.
Un silence de plomb s'installa instantanément autour de la table. Éléonore Gérard, outrée par une telle grossièreté gratuite, jeta un regard noir et désapprouvateur à Julien, tandis que le président fronçait les sourcils. Camille, feignant d'être profondément blessée, baissa les yeux en rougissant artificiellement, avant de planter son regard clair dans celui du directeur avec une vulnérabilité touchante. « Julien a raison, mes préoccupations littéraires sont bien modestes à côté de vos grands projets. Je crains de ne pas être une interlocutrice très passionnante pour des esprits aussi brillants que les vôtres ce soir. » Cependant, le piège commença à se refermer avec une subtilité redoutable, lorsque Éléonore, cherchant à briser le malaise, remarqua un tableau suspendu au mur représentant les vieux quartiers de Lyon. Elle mentionna alors sa passion personnelle pour l'histoire et l'architecture de la Renaissance. Voyant l'opportunité parfaite, Camille abandonna un instant sa feinte timidité pour lui répondre avec une douceur infinie, distillant ses connaissances encyclopédiques sans la moindre pédanterie. En quelques phrases magnifiquement tournées, évoquant la poésie de Louise Labbé, le génie de Maurice Sèvres et l'effervescence culturelle des imprimeurs lyonnais du XVIe siècle, elle captiva totalement l'épouse du grand patron. Éléonore, suspendue à ses lèvres, s'exclama avec un enthousiasme non dissimulé « Mais c'est absolument fascinant, Camille. Quelle chance inouïe vous avez, Julien, d'avoir à vos côtés une femme d'une telle distinction et d'une telle culture. C'est un véritable trésor pour les dîners officiels de la compagnie. » Julien, sentant le contrôle de la soirée lui échapper complètement au profit de celle qu'il venait de dénigrer, tenta maladroitement de reprendre le dessus en riant grassement. « Oui, enfin, la poésie ne fait pas monter le cours de nos actions en bourse, chère Éléonore. » Mais ce fut M. Gérard lui-même qui coupa court à l'arrogance de son subordonné. D'un geste sec de la main, fixant Julien avec une sévérité glaciale, le président prononça des mots qui résonnèrent comme une sentence. « Laissez-la parler, Julien. La culture générale et l'élégance morale sont des qualités bien rares de nos jours, y compris chez nos cadres supérieurs qui ont parfois tendance à l'oublier. » Humilié au plus haut point, mais contraint de masquer son dépit, Julien vida son verre d'un trait, sa morgue se transformant en une colère sourde et impuissante. Profitant de la bienveillance évidente du directeur et du respect qu'elle venait d'impressionner, Camille orienta habilement la discussion vers l'avenir, adoptant le ton d'une épouse naïve, inquiète pour l'organisation pratique des jours à venir. S'adressant à M. Gérard avec un sourire empreint d'une candeur désarmante, elle glissa avec art « Le changement va être si grand pour notre quotidien, j'ai tellement peur de ne pas être prête ou de commettre un impair le jour de son installation officielle au siège de la compagnie. » Le président, totalement charmé par la distinction naturelle de la professeure et de plus en plus agacé par la vulgarité prétentieuse de Julien, se voulut rassurant et répondit avec bonhomie. « Soyez pleinement rassurée, chère Camille, tout est sous contrôle. La signature protocolaire du contrat définitif devant le conseil d'administration est fixée au jeudi prochain, à 14 heures précises dans les salons d'honneur. Rien ne changera d'ici là, et votre époux aura tout le temps de s'installer. » Julien, soucieux de sauver les meubles et de briller une dernière fois, renchérit avec une assurance aveugle, ignorant le gouffre qui s'ouvrait sous ses pieds. « Absolument, ma chérie. Le grand saut est irrévocablement prévu pour jeudi à 14 heures. Tu n'as pas le moindre souci à te faire. » Camille baissa modestement la tête en signe de gratitude, dissimulant avec brio le triomphe absolu qui illuminait son regard. Elle venait d'obtenir la pièce maîtresse qui lui manquait, la date exacte et l'heure précise où la promotion de son mari deviendrait une réalité juridique incontestable. Lorsque les invités prirent congé, Julien sourit fièrement, persuadé d'avoir dominé la soirée et soumis sa femme. Il ignorait superbement que sa propre vanité venait de signer son arrêt de mort sociale et que le compte à rebours de sa ruine était désormais enclenché. Le lundi matin marqua le début d'un compte à rebours invisible mais implacable. Dans l'appartement devenu trop grand pour leur solitude croisée, Julien se comportait déjà en conquérant exilé, un homme qui avait l'esprit ailleurs, arpentant les pièces avec le détachement d'un propriétaire pressé de vendre. Il passait des heures au téléphone, dictant ses exigences à des courtiers immobiliers parisiens, exigeant une vue sur les toits, un quartier prestigieux, un standing digne de son nouveau rang. Camille l'observait en silence, dissimulé derrière son éternelle tasse de thé, savourant l'ironie tragique de cette arrogance aveugle. Chaque parole méprisante qu'il lui adressait, chaque ordre indirect pour qu'elle prépare ses derniers cartons, ne faisait que renforcer sa détermination. L'heure de la justice n'était plus une idée abstraite.
Elle avait désormais un visage, une date et une heure précises. Sitôt ses cours de la matinée terminés, Camille se rendit d'un pas ferme au cabinet de maître Beaumont, emportant avec elle le précieux sésame obtenu lors du dîner de dupes. La certitude absolue que la signature du contrat de Julien aurait lieu le jeudi suivant à 14 heures précises, dans les salons d'honneur du siège social. En franchissant le seuil du bureau de l'avocat, Camille y trouva une atmosphère de veillée d'armes. Maître Beaumont l'accueillit avec une gravité solennelle qui masquait à peine une jubilation de stratège. Lorsqu'elle lui révéla l'horaire exact de la cérémonie protocolaire, l'homme de loi laissa échapper un sourire satisfait, frottant ses mains avec une lenteur calculée. Le piège juridique qu'il avait échafaudé venait de trouver son ancrage temporel parfait. D'une voix feutrée mais vibrante d'une assurance absolue, il lui exposa les détails de l'assaut final. « C'est une opportunité magistrale, Camille. À 14 heures précises, alors que votre mari s'apprêtera à apposer sa signature sous les yeux du conseil d'administration et de M. Gérard, un huissier de justice commis par nos soins se présentera formellement au secrétariat de la présidence. Il délivrera une assignation en divorce pour faute lourde, accompagnée d'une ordonnance de saisie conservatoire sur l'ensemble de ses comptes bancaires, y compris les avoirs dissimulés à l'étranger que nous avons méticuleusement cartographiés grâce à vos preuves. De plus, une plainte pénale pour faux et usage de faux concernant la falsification de votre signature pour la dette professionnelle sera déposée simultanément au parquet de Lyon. L'effet de surprise sera total, foudroyant. En voulant vous piéger dans l'ombre, il a oublié que la lumière de sa propre gloire le rendrait infiniment plus vulnérable. La perspective de ce dénouement imminent provoqua chez Camille un étrange sentiment de soulagement mêlé de vertige. En quittant le cabinet, elle ressentit le besoin de marcher, de laisser l'air frais de l'après-midi chasser les dernières scories d'anxiété qui lui enserraient la gorge. Ses pas la menèrent naturellement vers les vieux bâtiments du lycée, là où la silhouette familière de Marc s'activait au milieu des pierres séculaires de la bibliothèque en rénovation. En la voyant approcher, l'architecte interrompit son travail, son regard bienveillant captant immédiatement le changement d'énergie qui émanait d'elle. Autour d'un nouveau café partagé sur leur banc de pierre désormais rituel, Camille lui confia, sans entrer dans les détails confidentiels de la procédure, que la fin de son calvaire approchait à grands pas. Marc l'écouta avec une attention presque paternelle, hochant la tête avec une profonde compréhension des choses de la vie. « Vous arrivez au moment le plus difficile, Camille. Celui où l'on doit rester immobile, alors que la tempête que l'on a soi-même déclenchée s'apprête à tout balayer. Ne doutez jamais de la légitimité de votre combat. Vous ne détruisez pas par haine, vous reconstruisez les fondations de votre propre existence que cet homme a tenté de piller. Demain, lorsque la poussière retombera, vous verrez que les murs construits sur le mensonge s'effondrent toujours les premiers, tandis que la vérité, elle, traverse les âges comme ces vieilles pierres. » Ces paroles simples fortifièrent le cœur de la professeure, lui offrant l'ancrage émotionnel nécessaire pour affronter les dernières heures de cette cohabitation forcée. Le mercredi soir, veille du jour fatidique, l'appartement offrait le spectacle d'un départ imminent. Les valises de Julien s'alignaient fièrement dans le couloir, telles les sentinelles de sa future liberté dorée. Au cours du dîner, qui se déroula dans un silence sépulcral, Julien ne put s'empêcher de savourer ce qu'il croyait être sa victoire définitive sur cette femme qu'il jugeait insignifiante. Attentif à son reflet dans le miroir du salon, il rangea ses derniers documents confidentiels dans sa mallette en cuir précieux, jetant un regard distrait et condescendant à Camille, qui débarrassait la table avec une régularité de métronome. D'un ton détaché, presque magnanime, il lui lança une ultime recommandation imbue de sa supériorité. « Demain soir, lorsque je rentrerai, tout sera officiellement scellé. Je passerai la nuit à l'hôtel pour faciliter les démarches et je viendrai récupérer mes affaires ce week-end. J'espère que tu auras la décence de signer les papiers du consentement mutuel d'ici là, pour éviter que nous ne perdions notre temps dans des procédures inutiles. Tu as perdu, Camille. Il faut savoir l'accepter avec élégance. » Camille s'arrêta un instant, le dos tourné, serrant un verre entre ses doigts pour masquer le frisson de triomphe qui la traversait. Elle se retourna lentement, lui adressant un sourire d'une sérénité absolue, un sourire que Julien, dans sa cécité narcissique, prit pour de la résignation. « Ne te préoccupe pas pour moi, Julien. Je te promets que demain, à 14 heures, tout sera exactement à sa place, et que chacun recevra précisément ce qu'il mérite. » Julien laissa échapper un ricanement satisfait.
ignorant que ces mots scellaient prophétiquement son arrêt de mort sociale. Le jeudi fatidique se leva sous un ciel d'acier, une journée d'une clarté presque aveuglante qui semblait préluder au triomphe absolu de l'ambition ou à l'effondrement total des illusions. À 13h45, les salons d'honneur du siège social de la multinationale brillaient de tout leur éclat bourgeois, reflets de miroirs dorés et de parquets de chêne ciré où s'entrechoquaient les murmures respectueux des membres du conseil d'administration. Julien, revêtu de son costume sur mesure le plus onéreux, le port altier et le sourire conquérant, savourait chaque seconde de cette apothéose mondaine qu'il considérait comme sa création exclusive. Il serrait des mains influentes, recevait les félicitations hypocrites de ses futurs subordonnés et croisait le regard de M. Gérard, qui lui adressait de légers signes de tête approbateurs. Pour Julien, cet instant représentait la validation suprême de son existence, la preuve indiscutable qu'il appartenait désormais à l'élite et qu'il avait eu raison de sacrifier son passé, ses promesses de jeunesse et cette épouse qu'il jugeait si désuète. Il n'avait plus une seule pensée pour Camille, l'estimant définitivement vaincue, résignée à pleurer sa solitude dans leur vieil appartement de province, pendant que lui s'apprêtait à conquérir les sommets parisiens du monde des affaires. À 14 heures précises, un silence protocolaire et presque religieux s'établit autour de la grande table de conférence en acajou, où reposait le contrat de direction régionale, un document dont chaque page scellait son ascension financière et sociale. M. Gérard prit la parole pour un bref discours d'introduction, saluant le dynamisme, l'engagement et l'ambition de Julien, des mots flatteurs qui résonnaient comme une douce mélodie à l'oreille de l'homme d'affaires. Lorsque le président lui tendit le stylo-plume en or pour apposer la signature fatidique au bas du parchemin, la main de Julien ne trembla pas. Il ressentit une ivresse de pouvoir pur, un vertige de domination absolue sur son destin. C'est exactement au moment où la pointe de métal précieux effleura le papier blanc que les lourdes portes capitonnées du salon s'ouvrirent brusquement, rompant le cérémonial et figeant les sourires de l'assemblée dans une stupéfaction immédiate. Un homme d'une quarantaine d'années, à la mine sévère, revêtu d'un imperméable sombre et portant une serviette de cuir sous le bras, s'avança d'un pas lourd et mesuré, ignorant superbement les murmures indignés des secrétaires de direction qui tentaient en vain de lui barrer la route. Julien leva les yeux, la plume suspendue au-dessus du contrat, une vague d'irritation intense traversant son visage alors qu'il s'apprêtait à chasser cet intrus malvenu qui osait gâcher son heure de gloire. L'homme s'arrêta juste devant lui, sortit un pli officiel frappé du sceau de la République et déclara d'une voix forte, claire, qui résonna contre les boiseries de la pièce. « Monsieur Julien Fontane, je suis maître Gauthier, huissier de justice commis près le tribunal judiciaire de Lyon. Je vous signifie ce jour une assignation en divorce pour faute lourde, accompagnée d'une ordonnance de saisie conservatoire immédiate sur l'ensemble de vos comptes bancaires et avoirs financiers, y compris vos actifs frauduleusement dissimulés à l'étranger. » Un murmure de stupeur horrifié parcourut la table du conseil, tandis que le visage de Julien passait instantanément du rouge de la colère à une pâleur cadavérique. Avant qu'il ne puisse articuler la moindre protestation ou proférer une menace, l'huissier se tourna vers le président et déposa un second document officiel devant M. Gérard stupéfait. De plus, Monsieur le Président, j'ai le devoir de vous informer qu'une plainte pénale pour faux, usage de faux et spoliation de patrimoine a été officiellement enregistrée ce matin au parquet contre M. Fontane concernant des falsifications caractérisées de signature au détriment de son épouse. Le piège échafaudé par Maître Beaumont venait de se refermer avec une violence inouïe, un cataclysme silencieux qui détruisait en quelques secondes 20 ans d'ambition malhonnête et de calculs cyniques. M. Gérard prit les documents de la main de l'huissier, ses yeux parcourant les lignes implacables et les preuves irréfutables fournies par Camille, découvrant la vérité nue sur le vol des actifs et les malversations financières de celui qu'il s'apprêtait à élever au rang de directeur. Le président se redressa lentement, son regard bienveillant de la veille définitivement transformé en une lame de glace méprisante. D'un geste sec et sans équivoque, il retira le contrat de sous la main tremblante de Julien, brisant d'un coup net tous ses rêves de grandeur matérielle. La signature est suspendue, Cindy, Julien. Notre compagnie exige une éthique irréprochable de ses hauts dirigeants, et vos affaires de droit commun n'ont pas leur place au sein de notre conseil. Veuillez quitter les lieux immédiatement, avant que la sécurité ne vous y contraigne. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là,
Camille marchait tranquillement sous le soleil retrouvé des quais de la Saône, un léger sourire aux lèvres. Elle n'avait eu besoin ni de cris ni de larmes pour triompher. La justice de la vérité avait accompli son œuvre avec une perfection géométrique, lui redonnant sa liberté, sa fortune légitime et sa dignité retrouvée au milieu des ruines de l'orgueil de son bourreau. La sortie du siège social s'apparenta pour Julien à une descente aux enfers immédiate, une chute libre verticale où le sol se dérobait sous ses pas. Quelques minutes plus tôt, il se croyait le roi de la cité, porté par une morgue triomphante. Il se retrouvait sur le trottoir pavé, hébété, rejeté par le monde des affaires comme un corps étranger toxique. Le vent frais de l'après-midi fouettait son visage blême tandis que son téléphone vibrait frénétiquement. Les notifications s'accumulaient avec une cruauté mécanique. Un courriel interdisant l'accès au serveur, suivi d'une alerte signalant le blocage total de ses comptes bancaires en vertu d'une décision de saisie conservatoire. Paniqué, il tenta d'appeler un collègue influent qui lui jurait fidélité la veille encore. La tonalité s'interrompit brusquement. Il venait d'être bloqué, relégué au rang de paria dont le nom seul menaçait de salir les réputations. La panique se mua en une rage noire dirigée vers une seule cible. Camille. Cette femme qu'il pensait avoir écrasée venait de lui infliger une blessure mortelle et il jurait de lui faire payer le prix fort de cette humiliation publique. Il héla un taxi d'un geste impérieux, mais au moment de payer, le refus de sa carte provoqua une scène humiliante sous le regard méprisant du chauffeur, l'obligeant à rassembler ses dernières pièces. Essoufflé, la cravate de travers, il monta les escaliers de leur immeuble bourgeois, poussé par un besoin viscéral de confrontation. Il voulait briser la sérénité de Camille, la forcer à retirer sa plainte sous la menace d'un scandale. Arrivé devant la lourde porte en chêne, il sortit ses clés d'une main fiévreuse et les introduisit dans la serrure. Le métal s'enfonça, mais le mécanisme refusa de tourner. Julien força, jura, tourna la poignée avec une violence sauvage qui fit vibrer la structure en bois, mais rien n'y fit. La vérité lui apparut alors avec la clarté d'une lame. Maître Beaumont n'avait rien laissé au hasard. La serrure avait été changée par un serrurier assermenté dès le matin, sur ordre du tribunal pour protéger le domicile conjugal. Exclu de sa propre vie, enfermé à l'extérieur de son passé, il se retrouvait sur le palier désert, frappant la porte de ses poings fermés dans un écho pathétique. N'y tenant plus, dévoré par l'humiliation, il se posta sur le trottoir d'en face, arpentant le pavé comme un animal en cage. C'est après une attente interminable qu'il vit apparaître la silhouette de Camille, revenant de sa promenade le long des quais de la Saône. Elle marchait d'un pas léger, d'une élégance souveraine, vêtue d'un simple trench-coat beige qui contrastait avec la déchéance de son mari. En la voyant, Julien traversa la chaussée en hurlant, le visage déformé par la haine. « Qu'est-ce que tu as fait, Camille ? Tu as détruit ma réputation et ma vie. Tu vas annuler cette procédure ridicule immédiatement. Tu n'es rien sans moi. » Les passants s'arrêtèrent, intrigués par cet homme élégant qui s'époumonnait. Camille s'immobilisa à quelques pas de lui, mais au lieu de reculer ou de répondre par la colère, elle posa sur lui un regard d'une froideur abyssale, empreint d'une pitié profonde. Sans élever la voix, elle prononça d'un ton de cristal qui le figea sur place. « Je n'ai fait que signer les papiers que tu m'as tendus, Julien. Tu m'as dit qu'on évolue ou qu'on reste en arrière et que chacun reçoit ce qu'il mérite. C'est désormais chose faite. S'il te reste un soupçon de dignité, quitte ce trottoir avant que j'appelle la police pour violation d'ordonnance. » Sans un regard de plus, elle ouvrit la porte de l'immeuble avec sa nouvelle clé et disparut dans le hall, laissant Julien seul, exposé au mépris des badauds, hurlant contre un mur de silence. L'atmosphère de la salle d'audience du tribunal judiciaire de Lyon, en ce matin d'hiver, n'avait rien du tumulte théâtral des fictions télévisées étrangères. Elle exhalait la froideur solennelle, la neutralité clinique et la rigueur protocolaire propres aux plus hautes institutions de la République française. Derrière son bureau surélevé, le juge aux affaires familiales parcourait les épais dossiers d'un air d'une gravité absolue, tandis que le silence lourd et presque sacré de la pièce n'était troublé que par le bruissement régulier des feuillets juridiques. Julien était assis à la gauche de son avocat, un défenseur de second ordre commis à la hâte, car ses propres comptes bancaires restaient désespérément gelés par l'ordonnance de saisie conservatoire obtenue la semaine précédente. L'arrogance triomphante d'autrefois avait définitivement laissé place à une mine défaite, un costume de créateur froissé
et un regard fuyant qui évitait soigneusement le côté droit de la pièce. De ce côté, Camille se tenait droite, d'une sérénité royale, habitée par une force tranquille et flanquée de maître Beaumont. L'avocat de Julien tenta une ultime et maladroite plaidoirie, balbutiant des arguments fallacieux sur la vie privée, le droit à l'erreur, et osant accuser Camille d'avoir orchestré une cabale par pure jalousie maladive pour briser la carrière d'un homme brillant. Mais face à la justice française, les grands discours pathétiques ne pesaient rien face à l'implacabilité des pièces comptables et à la vérité nue des preuves matérielles accumulées. Maître Beaumont se leva alors avec une assurance magistrale, ajustant les plis de sa robe noire avec une lenteur calculée qui instaura une tension presque insoutenable dans l'assemblée. Sans jamais élever la voix, adoptant le ton mesuré, précis et souverain des grands juristes, il présenta les conclusions d'un rapport d'expertise financière totalement indépendant, détaillant avec une clarté chirurgicale le mécanisme de fraude à grande échelle mis en place par Julien. Les relevés bancaires des comptes dissimulés en Suisse, les transferts d'actifs nocturnes et, surtout, le rapport officiel de l'expert en écriture prouvant de manière irréfutable la falsification de la signature de Camille pour lui faire porter le poids d'une dette imaginaire, tout fut exposé au grand jour, sans laisser la moindre place au doute. Le magistrat écoutait attentivement, son visage devenant de plus en plus sévère et hermétique à mesure que l'étendue de la spoliation financière et de la perfidie morale de Julien se révélait. Julien sentait la sueur glacée perler sur son front et ses mains trembler, réalisant avec effroi que le tribunal n'était pas un conseil d'administration complaisant qu'il pouvait manipuler par des sourires flatteurs, du charme superficiel ou des termes techniques creux. Le magistrat réajusta ses lunettes, fixa les deux parties d'un regard neutre et prit enfin la parole pour rendre son jugement, chaque mot prononcé résonnant comme un couperet d'acier dans le silence de la salle. Le verdict fut d'une sévérité exemplaire, appliquant toute la rigueur du Code civil au comportement du mari déchu. Le juge prononça officiellement le divorce aux torts exclusifs de M. Fontane, une formulation juridique lourde de sens qui actait sa déchéance morale et fermait la porte à toute réclamation de sa part. En réparation du préjudice colossal subi et de la tentative de dissimulation frauduleuse, le tribunal ordonna l'intégration immédiate de la totalité des fonds cachés à l'étranger dans la liquidation du régime matrimonial, attribuant à Camille la part du lion. De plus, au titre de l'article 266 du Code civil, Julien fut condamné à verser une prestation compensatoire monumentale, ainsi que de lourds dommages et intérêts pour la brutalité inouïe de la rupture et l'atteinte flagrante à la dignité de son épouse. Le patrimoine que Julien avait tenté de bâtir sur les sacrifices et les larmes de Camille venait de lui être légalement confisqué par la loi pour être remis à sa juste et légitime propriétaire. Mais le coup de grâce absolu, le moment précis où la réalité de sa déchéance totale et irréversible s'abattit sur Julien, survint lorsque le juge referma solennellement le dossier civil. Fixant l'homme d'affaires d'un regard glacial, dénué de la moindre indulgence, le magistrat déclara d'une voix forte « Monsieur Fontane, le tribunal des affaires familiales a statué sur l'aspect civil de votre séparation. Cependant, au vu de la gravité exceptionnelle des preuves de falsification de signature et de tentative d'escroquerie, je vous informe que le dossier complet a été officiellement transmis ce matin même au procureur de la République. Une enquête pénale est désormais ouverte à votre encontre pour faux et usage de faux, et vous devrez répondre de vos actes criminels devant le tribunal correctionnel. » Julien s'effondra littéralement sur sa chaise, le visage livide, comprenant que la fin de son mariage n'était que le préambule de sa route vers la prison et l'opprobre social. En sortant du palais de justice, Camille respira profondément l'air frais sur le parvis du tribunal. Libérée du joug de ce tyran narcissique, riche, indépendante et profondément respectée, elle laissait son ex-mari face au gouffre béant de sa propre destruction, prête à écrire les premières lignes d'une vie nouvelle et lumineuse. 6 mois après le séisme du tribunal, le temps avait distribué les rôles selon la vérité des êtres. Pour Julien, l'existence s'était rétrécie aux dimensions d'un studio exigu dans la périphérie lyonnaise, un espace gris où chaque meuble lui rappelait sa déchéance. Sa prestigieuse carrière n'était plus qu'un souvenir, balayé par l'opprobre. L'enquête pénale pour faux et usage de faux, toujours en cours au parquet, entachait son nom d'une tache indélébile, interdisant tout recrutement d'envergure. Désormais,
L'homme qui se rêvait au sommet passait ses journées derrière le bureau anonyme d'une petite société de logistique, exécutant des tâches subalternes sous les ordres d'un chef de 20 ans, son cadet. Privé de ses comptes gelés et déserté par ses courtisans d'autrefois, Julien découvrait la punition la plus cruelle pour son narcissisme, l'invisibilité totale. Il était devenu cette ombre insignifiante, condamné à porter seul le poids d'un regret si dévorant. À l'autre bout de la métropole, là où les collines embrassaient une lumière printanière d'une douceur infinie, Camille écrivait les pages d'une renaissance magistrale. Entièrement rétablie dans ses droits et lavée de la trahison, elle avait choisi de ne pas gaspiller sa fortune légitime dans l'ostentation vulgaire. Fidèle à son amour pour les lettres, elle avait intégralement financé la restauration de la bibliothèque historique du lycée, transformant ce chef-d'œuvre en péril en un sanctuaire de culture admiré de tous. Travaillant aux côtés de Marc, elle avait vu les boiseries de chêne centenaires retrouver leur éclat sous les mains expertes de l'architecte. Au fil des mois, leur complicité s'était muée en un sentiment plus profond, une affection mûre, solide et rassurante, délivrée des jeux de pouvoir du passé. Marc la regardait comme une femme d'une distinction rare, une égale dont la présence lumineuse redonnait un sens à sa vie. Un samedi matin, alors que la brume s'élevait sur le Rhône, Julien entra dans un bistrot de quartier pour y consumer sa solitude habituelle. Son espresso bas de gamme lui fut servi sans un regard par un serveur pressé. Pour tuer le temps, il s'empara d'un exemplaire froissé du journal Le Progrès laissé sur le zinc. En feuilletant machinalement les pages, ses yeux se figèrent soudain et un frisson glacial lui traversa l'échine, bloquant sa respiration. À la page centrale de la rubrique culturelle, une immense photographie immortalisait l'inauguration de la bibliothèque. Au centre, rayonnante d'une dignité souveraine, Camille posait aux côtés du maire de Lyon. Elle portait une robe simple mais d'une classe dévastatrice, tenant le bras de Marc, dont le sourire fier en disait long sur leur attachement. Le titre s'étalait en lettres capitales. Le patrimoine lyonnais renaît grâce au triomphe et à la résilience d'une femme d'exception. Julien lut l'article en apnée, chaque éloge vibrant envers l'intelligence de son ex-épouse agissant comme un scalpel dans son orgueil agonisant. Le journaliste louait cette professeure émérite qui avait su transformer une épreuve personnelle en une œuvre philanthropique monumentale pour la jeunesse. Julien se souvint alors, avec une acuité d'une violence insoutenable, de ses propres paroles passées. « Tu n'es qu'une petite prof de province, tu ne corresponds plus à mon nouveau style de vie. » La réalité venait de lui infliger son ultime leçon de géométrie morale. En tentant de l'effacer pour briller seul, il n'avait réussi qu'à s'effacer lui-même du monde des vivants, tandis qu'elle s'élevait vers les sommets du bonheur véritable. Ses mains se mirent à trembler, froissant le papier, alors qu'une larme de regret éternel coulait sur sa joue blême. Il comprenait, trop tard, qu'il avait sacrifié le seul vrai trésor de son existence pour des chimères de vent. Au même instant, alors que la clarté crépusculaire enveloppait les grandes verrières de la bibliothèque, le silence était revenu, paisible et majestueux, au milieu des volumes. Camille restait seule près de la fenêtre, contemplant les reflets argentés de la Saône qui serpentaient sous les ponts illuminés de la ville. Marc s'approcha doucement par derrière, sans un bruit, et déposa avec tendresse une écharpe sur ses épaules pour la protéger du soir. Elle se retourna vers lui, et leurs regards se croisèrent dans une compréhension muette qui n'avait plus besoin de promesses. Camille repensa un court instant au crissement de la craie sur le tableau noir qui ouvrait autrefois ses journées de doute. Le bruit de sa cage s'était définitivement éteint, remplacé par la symphonie silencieuse d'une paix chèrement conquise. Elle posa sa main dans celle de Marc, ferma les yeux et respira le parfum de l'avenir, sachant que la justice avait enfin accompli son œuvre parfaite. C'est ici que s'achève le destin de Camille et Julien. Une histoire qui nous rappelle, s'il en était besoin, que l'orgueil finit toujours par se briser face à la vérité. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que Julien a reçu la punition qu'il méritait, ou estimez-vous que la vie réelle réserve parfois des retours de bâton encore plus surprenants ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre avis nous est infiniment précieux. Pour soutenir la chaîne et ne manquer aucun de nos prochains récits, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.